bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire de présentation du nouvel appel à projet lancé par l'Axe 2 Recherche et Innovation du plan Ecophyto. Donc, quantifier les bénéfices-risques de changement de pratique agricole en termes d'indicateurs précoces, euh, d'impact à la fois sur la santé humaine et les écosystèmes dans une approche interdisciplinaire conduite à l'échelle d'un territoire. Et donc, l'idée pour ce webinaire de présentation, c'est de vous donner l'aperçu et la présentation des enjeux de l'appel en faveur du plan Ecophyto. Donc, cette partie sera présentée par les copilotes ministériels Marie-Camille Soulard et Robin Roche qui se présenteront. Et puis ensuite, on aura une présentation des enjeux scientifiques de l'appel avec voilà, les questions de recherche attendues. Donc là, pour cela, on aura les membres du CSORI qui ont aussi piloté particulièrement cet appel, donc Véronique Guiboussada et Pierre Lebailly. Ensuite, on vous rappellera les modalités pratiques et on gardera bien sûr un temps d'échange de questions et réponses sur le contenu de l'appel où là aussi, il y aura d'autres membres du CSORI présents qui pourront aussi apporter voilà, des compléments d'information. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole au copilote ministériel pour les enjeux de l'appel pour Ecophyto. Merci. Merci Sonia. Donc bonjour à tous et toutes. Je tenais déjà à vous remercier pour votre présence à ce webinaire de présentation de cet appel à projet. Donc je me présente Robin Roche, je suis référent ministériel pour le ministère de la Santé que je représente donc au sein de l'axe 2 de recherche du plan Ecophyto 2+. Et donc je tenais dès à présent à m'excuser car je ne pourrai pas malheureusement assister à la totalité de la présentation de cet appel à projet. Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre du plan Ecophyto qui prend son origine à la suite du Grenelle de l'environnement de 2007 et donc met en œuvre la directive européenne Sud pour une utilisation durable des pesticides. Depuis 2007, les 3 plans successifs, à l'heure actuelle Ecophyto 2+, ont pour objectif de réduire l'utilisation et les risques associés à l'épandage de pesticides. Dans le cadre de la mouture actuelle du plan, le plan Ecophyto 2+, il est construit autour de 6 axes, dont un axe recherche et innovation, donc c'est l'axe 2, copiloté par 4 ministères, à savoir le ministère en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche. Nous nous appuyons constamment donc, sur une équipe complète composée d'une animation scientifique de l'axe RI, dont l'équipe Sonia et Caroline ici présentes est basée à l'INRAE, ainsi que d'un comité scientifique d'orientation recherche et innovation, ou CSORI, qui regroupe une trentaine d'experts. L'équipe d'animation et le CSORI nous aident à définir une stratégie de RI et à lancer des dispositifs de soutien à la recherche et innovation, comme des appels à projets en propre, ou d'autres types, comme des études ou via des cofinancements d'autres programmes de recherche. Je laisse maintenant la parole à Marie-Camille Soulard, donc, qui est référente pour le ministère chargé de l'écologie, qui va vous présenter plus en détail les enjeux pour les ministères liés à cet appel à projet. Oui, merci Robin. Du coup, si c'est possible de passer là. Ouais, merci. Du coup, cette première slide, c'est un peu sur comment est née la volonté de lancer cet appel. Donc, déjà, pour commencer, on a lancé 2 appels dans le cadre d'Ecophyto en 2019 et 2021. Donc, le premier appel, c'était Santé écosystème 1, du coup, c'est en 2019. Et donc, cet appel visait déjà, dans un premier temps, à mieux caractériser les liens entre les expositions aux produits phyto et leurs impacts sur les organismes et ou les écosystèmes. Donc, dans cet appel, on a des projets qui traitent plutôt soit de la santé humaine, soit des écosystèmes. Et donc, en 2021, on a voulu aller un peu plus loin en lançant un appel plutôt une seule santé pour renforcer cette approche et prendre en compte les liens et les interdépendances entre les 3 santés humaines, animales et des écosystèmes et pour rapprocher les disciplines qui travaillent sur ces sujets. Et ensuite, il y a aussi des ESCO, des expertises scientifiques collectives qui ont été menées sur les impacts des pesticides sur la santé humaine. Donc ça, c'est l'ESCO INSERM. Donc il y a une première version en 2013 et c'est l'actualisation en 2021. Et ensuite, il y avait aussi l'ESCO PestiEcotox, donc sur les impacts des pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a été mené par INRAE et IFREMER et publié en 2022.
Et donc, à partir de ces états des lieux des connaissances, les experts ont pointé notamment des besoins de recherche. Et donc, les ministères, on avait à cœur de donner au moins, enfin, nous, à notre niveau, en termes de recherche et innovation, on voulait donner des suites à ces travaux. Parce qu'ils avaient pointé, par exemple, comme c'est le sujet de l'appel, le fait qu'il fallait améliorer la connaissance des expositions, promouvoir de la recherche plus intégrée, combiner des jeux d'indicateurs ou encore le besoin de rapprocher les communautés scientifiques. Donc ça, c'était le premier constat. Et ensuite, il y a aussi une volonté pour les ministères, via la recherche, d'aborder la santé humaine et cet écosystème dans une approche intégrée. Et on espère que cet appel permettra donc d'aller vers l'application d'une approche une seule santé à l'échelle d'un territoire, parce que l'action et la recherche dans l'approche une seule santé, c'est une priorité des ministères. Euh, et donc, ça a donné naissance, grâce notamment au CSERI et à l'animation, à l'appel Santé Écosystème 2. Donc, le CSERI vous détaillera plus au niveau des enjeux scientifiques juste après. Mais donc, cet appel vise à aller un peu plus loin que ce qui existait avant, en essayant de lier les impacts sur la santé et les écosystèmes, en rendant compte de leurs interactions complexes, en lien avec les changements de pratiques agricoles dans une approche territoriale et paysagère. Et du coup, pour les ministères, il y a plusieurs points assez importants, donc entre autres parce que tout est important finalement. Mais pour nous, ce sera important d'analyser les effets non intentionnels des changements de pratiques assez tôt, pour pouvoir anticiper, prévenir ou atténuer les risques qui sont liés et puis mieux gérer les expositions. Et on espère aussi que cet appel enfin, les résultats pourront notamment légitimer ou confirmer certains changements de pratique quand il y aura des bénéfices qui seront observés. On est aussi attaché, du coup, comme on soutient beaucoup l'approche une seule santé, ben, à la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, on pense que c'est vraiment important. Et on est aussi attaché à la prise en compte dans les projets de cofacteurs, à l'identification des freins et des leviers à la mise en œuvre de pratiques vertueuses pour la santé humaine et l'environnement, puisque ça pourra beaucoup nous inspirer, ainsi qu'à l'intégration de risques qui sont peu pris en compte habituellement, notamment certains risques professionnels ou les risques psychosociaux, etc. Donc voilà. Et ensuite, quand les projets seront sélectionnés et tout, ben, euh, nous, on essaiera de bien transférer les résultats en interne au sein des ministères, parce que, enfin, aux autres directions qui mettent en œuvre, qui élaborent et mettent en œuvre les politiques publiques sur le sujet. Et aussi, on espère qu'ils pourront bien contribuer aux objectifs d'Ecofito et d'autres programmes, comme par exemple le plan national le quatrième plan national santé-environnement, ou encore les réseaux qui étudient les effets non intentionnels. Voilà. Et donc, je laisse la parole au CSORI pour détailler plus les enjeux scientifiques de l'appel. Du coup, je prends la parole, Pierre. Donc, c'est Pierre Lebailly et moi-même, Véronique Gouy, qui allons vous présenter. Alors, merci beaucoup, Marie-Camille, qui a déjà pas mal introduit le sujet. Donc, je vais effectivement, cet appel à la proposition, il s'appuie sur le bilan des 3 dernières expertises sur la santé humaine et les écosystèmes, qui ont confirmé qu'il y avait un impact avéré des produits phytosanitaires, aussi bien sur les écosystèmes que sur la santé humaine. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a encore des lacunes, donc aussi bien au niveau de la connaissance des modes d'action et les relations entre les modes d'action et les effets. Il y a encore des lacunes en termes de connaissance d'effets à long terme, et d'effets directs, mais également indirects, notamment tout ce qui concerne les incidences sur le fonctionnement des écosystèmes, par exemple, et puis les services écosystémiques. Et le constat aussi qui est fait, c'est que enfin, il y a très très peu de projets finalement où on a un rapprochement des aspects de santé humaine et de santé des écosystèmes, enfin de fonctionnement des écosystèmes. Et c'est quelque chose que justement on voudrait pouvoir dont on voudrait mieux rendre compte durant cet appel à proposition. Alors,
Ce que l'on remarque, c'est que effectivement, on a des communautés scientifiques qui sont souvent disjointes et qui travaillent pas très souvent ensemble. Et là, un des enjeux, ce serait de réussir à faire travailler ensemble ces communautés, donc qui travaillent sur les écosystèmes et ceux qui travaillent sur la santé humaine, partant du principe que euh, la mise en œuvre de solutions correctives peut avoir des incidences aussi bien sur la santé humaine que sur les écosystèmes, et qu'il est important de pouvoir combiner vers une gestion plus cohérente qui permette d'avoir une évaluation élargie des impacts et des leviers qui puissent être favorables aux différents enjeux. Pour cela, ben, on manque de données de méthodologie, et notamment des méthodologies pour croiser les différentes approches et les différents indicateurs qui sont développés pour les enjeux de santé humaine et de fonctionnement de préservation des écosystèmes. Donc, c'est un petit peu dans cette approche globale d'interaction en lien avec une meilleure évaluation des actions correctives à l'échelle d'un territoire. Donc, on se base à l'échelle du territoire parce que c'est une échelle intégrative qui est le lieu justement, où on peut, euh, de manière plus cohérente, croiser ces différents enjeux de santé humaine et d'écosystèmes en lien avec l'évolution des pratiques. Diapo suivante. Donc, Marie-Camille l'a déjà dit, donc il y a déjà eu des appels à propositions antérieurs. Et ce que l'on constate, c'est que dans les projets qui ont été soutenus, euh, on a rarement un réel rapprochement entre les communautés qui travaillent sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans une volonté d'avancer vers des approches de plus en plus globales, intégratives, et qui puissent se permettre d'aborder les aspects de coûts-bénéfices élargis en prenant en compte des impacts multiples à la fois sur la santé humaine et les écosystèmes, et donc via une approche territoriale. Diapo suivante. Alors, les objectifs plus spécifiques, enfin plus spécifiques de cet appel à proposition, c'est déjà, dans un premier temps, faire la preuve de concept d'une approche, une seule santé, qui permette vraiment de faire travailler de manière cohérente et réellement interdisciplinaire des communautés des sciences de la santé et des écosystèmes. On précise que dans le cadre de cet appel à proposition, quand on parle de produits phytosanitaires ou de pesticides, c'est à la fois des produits à usage agricole, mais également en gévie. Et l'enjeu majeur, c'est de pouvoir aborder de manière cohérente les aspects des écosystèmes de santé humaine. Euh, pour cela, en fait, on se place sur un objectif d'évaluation d'action à l'échelle d'un territoire, et pour pouvoir évaluer les bénéfices et les risques associés alors, soit à des situations existantes, soit à des situations en évolution. Euh, euh, voilà, donc c'est pas toujours les mêmes échelles de temps, ça va dépendre vraiment des données existantes sur les sites d'études, et avec toujours cette volonté d'avoir une approche à l'échelle d'un territoire qui à la fois permet de mieux évaluer les interactions entre les différents processus, et également d'identifier des leviers d'atténuation le cas échéant. Donc un autre objectif, c'est donc également de pouvoir faire remonter des données et les structurer euh, de façon à pouvoir croiser un panel d'indicateurs. Alors des indicateurs précoces, c'est-à-dire que l'on puisse mesurer de manière précoce et qui soient représentatifs soit des faits directs, indirects, immédiats ou différés. Euh, et y compris, comme l'a déjà dit Marie-Camille, les impacts psychosociaux et professionnels qui peuvent être associés à des charges de travail, à des modifications de pratiques et à des modifications de matériel, par exemple. Et enfin, un autre point, c'est que ça nous semble délicat d'aborder ces impacts sans être à minima informatif sur des cofacteurs majeurs qui peuvent les influencer. Alors, on parle du climat, l'évolution du climat qui peut avoir un effet sur les expositions, sur la vulnérabilité des écosystèmes. Il peut y avoir les paysages qui peuvent jouer aussi sur les possibilités
récupération des écosystèmes et également avoir une incidence sur la gestion des infrastructures agroécologiques, par exemple pour les agriculteurs, ou avoir aussi des incidences sur les temps de travail, sur les modalités de travail quand les paysages se referment. Il y a la réglementation, bien sûr, qui agit directement à la fois sur les molécules et sur les conditions de travail. Et puis aussi, ça peut être aussi les filières et les aspects économiques attachés à ces filières qui ont aussi un poids fort sur les choix des agriculteurs et qui peuvent donc avoir des incidences après sur les impacts sur la santé. Diapo suivante. Donc, dans le cadre de cet appel à proposition, on aimerait que les projets puissent aborder 3 grandes questions, hein. La première, donc, c'est celle du choix des jeux de données et des combinaisons d'indicateurs précoces qui pourraient être mobilisés et qui puissent être représentatifs à la fois d'effets sur la santé humaine et sur et le fonctionnement des écosystèmes. Notamment voilà, je détaillerai après. Ensuite, qu'on puisse mettre en avant au moins 2 cofacteurs d'influence majeurs sur l'atténuation ou au contraire les- l'amplification des effets. Et enfin, l'issue de cette recherche, ce serait aussi de pouvoir déboucher sur un cadre méthodologique qui puisse structurer les données et qui puisse permettre de les analyser, de les croiser, de manière à déboucher sur des jeux d'indicateurs mobilisables qui puissent renseigner sur des impacts croisés, santé humaine et fonctionnement des écosystèmes. Diapo suivante. Donc là, c'était juste pour détailler les jeux de données. C'est à titre informatif, hein. En fait, ça va vraiment être lié aussi au site d'études sur lesquels seront déployés les projets. Mais l'objectif global, c'est de euh, pouvoir permettre une évaluation étendue des impacts. Euh, donc, croiser des jeux d'indicateurs complémentaires qui puissent renseigner sur les coûts-bénéfices sur la santé et sur les écosystèmes. Donc pour ça, bah, ça peut être des jeux d'indicateurs qui soient significatifs d'effets directs ou indirects, hein. Ce qui nous semble important dans la durée du projet, qui est de 3 ans, c'est que ça puisse être des indicateurs qu'on puisse mesurer rapidement, même s'ils sont représentatifs d'effets à long terme. Euh, et donc, ça peut être à la fois des indicateurs au niveau des expositions, des contaminations, donc des types de molécules qu'on peut retrouver, les métabolites, etc. Ça peut être des symptômes aigus, des symptômes euh, au contraire qui sont différés sublétaux. Ça peut aller jusqu'à des effets mesurés au niveau des gènes, des altérations du système immunitaire, etc. Enfin voilà, des indicateurs qui soient significatifs d'impact, mais qui puissent renseigner sur des perturbations au niveau global du territoire, et donc du coup des effets possiblement indirects euh, au niveau des risques professionnels et psychosociaux, et également au niveau des services écosystémiques. Euh, Dans cet appel, on va le dire tout à l'heure, mais on pense que compte tenu de l'ambition, c'est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des sites pour lesquels il y a déjà des données sur lesquelles on puisse travailler. Alors forcément, le jeu de données ne sera pas forcément complet, hein, mais l'important, c'est qu'il puisse déjà y avoir une bonne base et qui permette après de justifier l'acquisition de données complémentaires, justement pour faciliter, permettre le croisement santé humaine et impact sur les écosystèmes. Voilà. Alors, au niveau des cofacteurs, bah, ça permettrait à la fois de contextualiser les résultats d'impact des indicateurs mis en avant, mais également de pouvoir éventuellement identifier des leviers qui permettraient de les atténuer. Donc là, on a mis en avant 4 cofacteurs qui nous semblent importants. Donc la réglementation, que ce soit au niveau de la machine, au niveau des autorisations de molécules, par exemple, des autorisations d'usage, les filières socio-économiques qui peuvent induire des comportements ou des choix des agriculteurs qui sont plus ou moins favorables par rapport aux impacts, les paysages qui peuvent avoir un effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'atténuation et de résilience des écosystèmes,
le climat qui peut aussi avoir des effets sur la localisation des cultures, les zones à enjeu, et puis l'atténuation de la vulnérabilité, etc., etc. Hein, ce sont des exemples. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait au moins 2 cofacteurs qui puissent être affichés dans les projets. Et ensuite, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, voir mettre en évidence dans quelle mesure ces cofacteurs peuvent avoir un effet sur soit les usages, les expositions, la vulnérabilité et les effets. Diapo suivante. Et enfin, la méthodologie. Donc déjà, ce serait un inventaire des données et des indicateurs, et ensuite leur analyse euh, et leur croisement, de façon à pouvoir identifier, comparer, mettre en cohérence différents types d'indicateurs pour pouvoir les interpréter globalement et qu'ils puissent renseigner sur des impacts multiples à l'échelle des territoires. Voilà, et donc voilà, oui, oui. C'est le cadre méthodologique, effectivement, c'est de favoriser le croisement des interprétations. Alors, au niveau des types de projets, des résultats attendus, ben, de manière cohérente avec ce que j'ai dit, hein, ce qui nous semble vraiment important, c'est de pouvoir bien identifier les données, les inventaires de données et d'indicateurs, de pouvoir, donc voilà, je lis pas tout, hein, c'est écrit en tout petit, mais de pouvoir renseigner également les différents cofacteurs qui sont pris en considération et sur quel type de paramètres euh, ils vont pouvoir être étudiés. Et enfin, le cadre méthodologique qui sera forcément co-construit, puisque ça va nécessiter un dialogue entre les différentes disciplines, de façon à pouvoir mettre en cohérence tous ces indicateurs et leur interprétation. Là, on est plutôt sur la preuve de concept, mais malgré tout, c'est vrai que dans l'élaboration de la méthodologie, on sera vigilant à ce que cette méthodologie puisse être généralisable à un moment donné. Donc, ce sera intéressant d'avoir une réflexion sur la généricité des méthodologies produites. Après, de manière classique, dans ce type d'appel à proposition, il y a toujours un rapport qui est demandé à mi-parcours, euh, à 1 an et demi à peu près, et puis un rapport final. Et au-delà des publications scientifiques, c'est vrai qu'on essaye d'être vigilant aux apports qu'il puisse y avoir directement là, pour les politiques publiques au niveau de réglementation, gestion prévention des expositions et des effets, et à l'enseignement, la formation. Voilà. Ensuite, au niveau du consortium, ben, on l'aura compris, ben, je l'ai déjà un peu évoqué, on s'oriente plutôt vers des sites ateliers, sites observatoires sur lesquels il y aurait déjà des données mobilisables, avec déjà des compétences, et qui soient capables d'accueillir des partenaires complémentaires pour faciliter le croisement entre santé humaine et écosystème. Euh, Compte tenu également de l'approche territoriale, ce sera important de pouvoir finalement construire un partenariat élargi qui mette en communication des chercheurs, mais également des acteurs du territoire, qui soient impliqués au niveau de la profession, au niveau de la santé, et puis forcément une approche interdisciplinaire, donc à la fois des sciences humaines, des sciences de la terre, des sciences de la santé, et puis un public-privé, public, enfin un consortium privé-public avec différentes tutelles, ça c'est quelque chose qui est toujours apprécié. Euh, Et au-delà du consortium lui-même, c'est vrai qu'on pourra éventuellement aussi être en lien avec des structures ou des associations qui puissent faciliter la diffusion au niveau des territoires et puis la remontée d'informations, notamment sur la santé, par exemple. Voilà. Alors, pour les modalités d'animation et de co-construction, on voulait quand même préciser que dans le cadre des appels à propositions de recherche éco-phyto, c'est important de participer au séminaire de mi-parcours et au séminaire final, parce que c'est des lieux d'interaction et
à la fois de présentation, mais également de discussion des résultats et des inflexions possibles. Donc, c'est toujours enrichissant. Et par ailleurs, dans le cadre de cet appel à proposition qui nécessite quand même euh, de construire des consortiums un peu interdisciplinaires, un peu complexes, euh, on bénéficier éventuellement de conseils ou euh, d'incitations pour le choix de partenariats, notamment pour aller vers des disciplines avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Alors, Pierre, si tu veux rajouter des choses, il n'y a pas de problème, hein. Non, mais je crois que C'est tu as dit bon? l'essentiel. Peut-être tu n'as pas souligné quand même l'effort qu'il y aura dans ce projet en termes de montage. En général, c'était plafonné à 500 000 euros, quelque chose comme ça dans les projets précédents. Là, c'est plafonné à 1 million d'euros parce qu'on a bien conscience que c'est compliqué, que ça sera avec de multiples partenaires et que si on a de multiples partenaires, il faut aussi avoir un budget conséquent et aussi consolider les choses existantes. C'est-à-dire que c'est à la fois étoffer les sites qui existent déjà, mais aussi les consolider. Donc, il fallait avoir quand même la possibilité que ça soit suffisamment conséquent pour permettre les deux choses, c'est-à-dire consolider l'existant, l'étendre et faciliter ces rapprochements entre les différentes équipes, etc. Donc, c'est cet aspect-là. Peut-être indiquer que malheureusement, encore pour l'instant, vu les durées maximales, ça ne peut pas financer des thèses. Donc, comme c'est 36 mois, parce que c'est compliqué entre la mise en place de la convention et les contraintes de soutenance de thèse qui sont en général sur 36 mois, donc c'est pas compatible pour l'instant. Donc ça, c'est un petit regret que l'on a, mais pour l'instant, voilà, ça ne peut pas financer de thèse. Voilà, mais plein d'autres financements, des postdocs ou d'autres choses. Et peut-être le dernier point sur les organismes agricoles chargés de prévention ou les organismes comme ça, c'est par exemple des caisses locales MSA ou des choses comme ça. Donc, mais bon, après, vous aurez sans doute peut-être des questions. Pour la santé humaine, c'est plutôt la santé à court terme, donc c'est pas forcément des grosses équipes d'épidémiologie classique. Donc ça peut être des acteurs locaux qui collectent des données de santé, comme certaines caisses MSA, comme certains cliniciens d'hôpitaux, etc., mais qui ne sont pas forcément des grandes études épidémiologiques, par exemple. Voilà, c'était juste quelques précisions ici. Merci Véronique. Merci, merci à toi. Et donc, si on passe à la diapo suivante. Ah, ah, Bah, voilà. après, normalement, c'est... Mais sauf si tu veux continuer de présenter, Véronique, sinon Bah, je sais pas, on peut le faire à deux. Donc là, on va passer aux modalités plus pratiques. Alors peut-être que Mais s'il y a des juste questions. rajouter par rapport à ce que tu as dit, quand même sur la diapo d'avant, il y a Oui. quand même pour l'obligation aux porteurs de participer, il y a 3 événements en fait. Il y a le séminaire de lancement d'abord aussi, qui est important, et le séminaire effectivement à mi-parcours et le colloque final. Voilà, c'est juste pour préciser. Oui, et maintenant effectivement, on va faire un point sur vraiment tout ce qui est modalités pratiques. Donc avec le rappel du calendrier, vas-y. Oui, bah alors du coup, bah, c'est comme tu veux. Bah, le calendrier, l'appel à proposition de recherche a été lancé. Donc aujourd'hui, c'est le webinaire de présentation. Euh, les lettres d'intention sont attendues pour le 24 mars. Donc ce sont des lettres d'intention qui permettraient de bien définir les trois questions que j'ai présentées avant, de donner des éléments pour ces trois approches, là, la liste des indicateurs, les cofacteurs, et puis avoir déjà une idée euh, des modalités, des méthodologies de croisement et euh, des différents indicateurs, et également des informations sur le consortium qui est pressenti. Alors, bien sûr, comme c'est très court, on se doute bien qu'il n'y aura pas forcément encore eu beaucoup de réunions de concertation, mais c'est important très vite de pouvoir identifier vers quel type de consortium on pourrait aller. Ce serait pertinent d'aller, de façon à rapidement après avoir un retour de notre part avant de se lancer vraiment dans la construction et l'élaboration du projet finaux, qui donc euh, serait pour les projets finaux pour le 12 juillet. Et avant, il y aurait un séminaire pour les lettres d'intention qui seraient retenues, il y aurait un séminaire
de co-construction, en fait, le 23 avril, euh, de façon à pouvoir répondre aux questions et justement orienter, s'il y avait quelques difficultés, à pouvoir compléter le consortium de façon cohérente avec les objectifs de l'appel à proposition. Donc les évaluations des projets se feraient durant l'été, et avec ensuite une contractualisation en octobre-décembre 2024. Donc pour les lettres d'intention, ben, on a assez cadré en fait le contenu. Donc voilà, il faut à la fois détailler les objectifs en argumentant par rapport à l'appel à proposition de recherche et les objectifs mis en avant. De façon assez classique, montrer l'originalité, le caractère innovant. Alors, c'est surtout au niveau du choix des indicateurs et des rapprochements qu'on souhaiterait faire et des méthodologies de croisement. Ce sera toujours important de pouvoir s'appuyer sur des projets antérieurs pour bien justifier les résultats déjà acquis et puis la pertinence de croiser différents types d'indicateurs santé humaine et santé, enfin, fonctionnement des écosystèmes. Euh, voilà, avec les questions et hypothèses qui seront mises en avant, la méthodologie, les partenaires avec les compétences qu'on souhaite réunir, les résultats attendus, les livrables et valorisations envisagées. Donc ça, c'est la forme assez classique. Et puis un petit point sur les apports aux objectifs du plan Ecophyto 2+. Voilà. Sachant que dans le cadre de cet appel à proposition, on est quand même encore très en amont, on est quand même au niveau méthodo, il faut quand même bien le dire, hein, de pouvoir co-construire euh, un partenariat interdisciplinaire santé humaine et santé plutôt biologie des écosystèmes, fonctionnement des écosystèmes. Euh, ce sera déjà quelque chose d'important de bien montrer comment ces disciplines seraient articulées et combinées. Donc ça, déjà, ce sera un résultat important. Et les apports au plan éco-phyto, ça en découlerait plutôt par rapport à la mise en évidence d'approche une seule santé qui soit euh, plus consolidée. Voilà. Bien sûr, il faudra mettre des références bibliographiques. Et puis, alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on propose aussi aux porteurs d'indiquer des experts dont ils souhaiteraient, dont ils souhaiteraient qu'ils évaluent leur lettre d'intention, ou éventuellement aussi des personnes récusées, des experts récusés, et justifier pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, de pouvoir correctement évaluer les lettres d'intention, donc on voudrait pouvoir le faire au mieux. Voilà, et puis un petit rappel que sur la page éco-phytopique de l'appel, on peut trouver toutes ces informations réunies, je suppose, hein, Sonia. Oui, donc, Voilà. donc normalement dans le mail de l'appel à projet, vous avez eu le lien vers la page Ecophytopic où vous trouverez le texte de l'appel à projet, mais aussi voilà, les questions, une FAQ concernant les questions notamment administratives et financières. Donc il y a beaucoup d'informations quand même déjà dans cette FAQ et puis aussi une annexe voilà, sur les éléments financiers. Donc tout ça sera sur la page Ecophytopic. Vous retrouverez aussi le replay de ce webinaire de présentation sur cette page Ecophytopic. Et aussi vous préciser hein, pour les lettres d'intention, elles sont à déposer donc, via le site Démarche simplifiée. Donc vous avez le lien dans le texte de l'appel à projet, hein, qui est lui-même sur la page Ecophytopic comme je l'ai dit. Et donc voilà, donc il ne faut pas rater cette deadline du 24 mars, 20 minuit, enfin voilà, le 23h59 exactement. Parce qu'après, la plateforme, voilà, elle se ferme et donc il n'est plus possible de déposer. Voilà par rapport à cette modalité pratique de dépôt de lettre d'intention. Et puis, bah oui, comme je le disais, voilà, pour toute question administrative et financière, on a quand même essayé de travailler une FAQ assez complète. Mais dans tous les cas, on reste à votre disposition pour toute question, donc via l'adresse mail animation ecophyto. Voilà, donc en tout cas, on en a fini pour nous. Donc, est-ce qu'il y a des voilà, place aux questions? Vous pouvez aussi écrire dans le chat si c'est plus simple. Sinon, voilà, on est là pour répondre à vos questions.
Il y a déjà une Oui. question dans le chat. Je voulais je voulais peut-être juste ajouter avant par rapport, juste pour finir, par rapport aux thèses. Comme l'a dit Pierre, on ne peut pas financer de thèse dans le cadre des appels, mais si jamais on a du coup essayé de privilégier le financement de demi-bourses de thèse dans le cadre de l'appel national Ecophyto. Et du coup, donc là, le dernier appel national est clôturé et on ne sait pas exactement si et quand il va y en avoir un autre, mais si jamais vous avez une idée de thèse et qui se raccroche à un projet, vous pourrez peut-être candidater à cet appel en restant vigilant parce que du coup, on est assez attentif au fait que les thèses demandées se raccrochent à certains projets qu'on finance dans le cadre de nos appels. Donc voilà, peut-être si jamais rester vigilant par rapport à l'appel national Ecofito. Merci Marie-Camille. Oui, effectivement, dans le chat, on a l'impact sur l'humain n'est considéré que sur le volet sanitaire. L'impact de l'usage des phytos sur les caractéristiques socio-économiques des territoires n'est pas pris en compte. Est-ce que peut-être, monsieur Thau, vous voulez préciser un peu de quel impact plus précis pour être sûr de bien comprendre votre Oui, questionnement? oui, Parce qu'on n'est pas limité, on a pris des exemples sur le volet sanitaire, mais juste pour être plus précis, pour voir si concrètement c'est quelque chose qu'on a envisagé ou pas. oui, bah, bonjour et merci pour ces éclaircissements sur cet appel. Euh, ouais, non, mais je pensais que euh, en fait l'usage des phytos peut avoir, je pense, des impacts aussi sur, on va dire, le paysage lui-même, sur euh, les activités économiques qui se déploient sur le territoire et avoir des répercussions ensuite aussi, je pense, au tourisme, à l'attractivité du territoire, enfin tous ces aspects-là qui ont une incidence sur les populations humaines locales. Est-ce que c'est considéré au-delà de l'aspect purement impact sanitaire qu'il peut y avoir sur les populations humaines locales? Voilà. Donc, clairement, sur l'impact sanitaire, on se limitait, je me permets de commencer à répondre, évidemment, d'autres personnes pourront compléter. C'était sur les personnes à l'échelle du territoire, donc c'était plutôt pour les professionnels et pour les riverains. Et on ne considère pas l'impact sanitaire du fait de l'alimentation, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir, et puis c'est pas l'objet ici. Et je pense que quand on évoquait un peu les pistes socio-économiques, ce que vous évoquez, a priori, c'est pas rédhibitoire du tout. C'est quelque chose qui peut être intégré, il faut l'expliciter, mais c'est comme ça, en première intention, vu ce que vous dites, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra considérer. On évoquait les paysages plutôt sur le côté agronomique et les conséquences que ça avait, mais on peut aussi les avoir de cet aspect-là. C'est-à-dire, c'est les effets indirects non désirés d'un certain type d'agriculture dont dépendent les pesticides. Et donc, oui, c'est un effet indésirable d'une certaine façon, en tout cas pour certaines activités. Donc, je dirais dans l'absolu, pour moi, c'est complètement recevable, mais peut-être que d'autres veulent compléter. Oui, parce qu'il me semblait que l'aspect dimension écosystème sur le volet, on va dire nature, était quand même plus macro que l'aspect purement sanitaire côté humain. Je pense que les incidences écosystémiques sur les services et les fonctions écosystémiques, en fait, ont des effets au niveau des populations, de la société locale, on va dire, qui dépassent largement le volet purement sanitaire, à mon sens, hein. Donc c'est pour ça que ça serait un peu dommage qu'il y ait un peu ce décalage entre uniquement regarder l'impact sanitaire sur certaines catégories de population qui utilisent ces phytos ou qui sont directement exposés, alors que de l'autre côté, on considère le volet écosystémique, la dimension écosystémique qui me semble beaucoup plus large. Enfin voilà. Donc il me semblait que On c'était avait vu plus plutôt dans équilibré de l'orientation plus regarder large les des impacts orientations socio-économiques. technico-économiques, pardon. Excusez-moi, des orientations technico-économiques, c'est-à-dire de voir aussi ça, c'est des contraintes, c'est-à-dire l'organisation d'une filière à l'échelle d'un territoire, bah, ça conditionne les méthodes de production, etc. Donc c'est aussi
dans les éléments qu'on souhaitait, dans les éléments un peu macro que Véronique a listé. On en a mis 4 majeurs. Et ça, c'est quelque chose d'important, oui, tout à fait. Mm. Je ne sais pas si certains du CSORI veulent compléter ou sont un avis différent de ce que j'ai donné comme réponse, peut-être. Moi, je considère que dans les services écosystémiques, même si on les appelle services écosystémiques liés à la nature, liés forcément au fonctionnement des écosystèmes, il y a quand même des incidences sur la santé, enfin sur, de façon générale, l'attractivité des paysages, euh, sur la structuration des paysages. Ça, il y a forcément des retombées également sur l'humain. Après, effectivement, l'aspect sanitaire, on voulait pas non plus trop dépasser l'agriculteur. Il peut y avoir des riverains également, mais voilà, faut que ce soit des expositions assez directes quand même, parce que, ou alors via les incidences effectivement au niveau de la structuration des paysages. Parce que tout ce qui est alimentation, ça nous semblait quand même un peu sortir du champ. Euh, Merci. Est-ce Ouais. qu'il y a parmi les personnes qui participent ici, est-ce qu'il y a des personnes qui sont impliquées ou porteuses de sites ateliers ou d'observatoires et qui auraient des questions particulières par rapport à ce projet d'appel d'offres? En termes de jeux de données existants, pour l'instant, on n'a pas de chronologie vraiment importante et j'ai quand même l'impression que c'est très structurant dans les propositions, enfin, dans les demandes que vous faites. Concrètement, plus il y a un historique important, plus c'est une force. Mais c'est surtout qu'on ne souhaitait pas, a priori, mais c'est pareil, je parle sous le contrôle de mes collègues du CSORI, on ne souhaitait pas dire qu'il n'y avait rien de mis en place, ni partenariat déjà existant, ni déjà mis en place de collecte de données, parce que sur 3 ans par rapport aux ambitions, mettre en place quelque chose, mettre en place à partir de rien un premier consortium, etc., et de l'élargir encore, ça paraissait pas crédible. Là, vous avez déjà un consortium qui existe, qui a un certain noyau, qui a déjà l'habitude de travailler un peu ensemble, même si c'est une habitude récente, et vous avez déjà commencé et prévu de la collecte de données. Donc là, encore une fois, c'est un avantage suivant les lettres d'intention. Plus il y a un historique important, plus c'est un avantage, évidemment. Mais à mon sens, ça n'est pas du tout rédhibitoire d'être sur une zone atelier récente. Mais je laisse mes D'accord. collègues Ou- compléter si nécessaire. Oui, moi, il me semble même que c'est intéressant de démarrer une démarche un peu d'organisation des données, de récolte de données et de traitement de la donnée sur une nouvelle proposition. Nous, c'est je pense que ce qu'on attend. On attend une méthodologie aussi par rapport à cette problématique de données. Je crois que ce serait intéressant d'avoir cette réflexion-là. Vous êtes neuf là-dessus, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir dans cette optique-là. A Donc, priori, peut-être oui. Sonia, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ont des questions en suivant ou qui s'interrogent sur comment ils pourraient trouver des partenaires, vous n'êtes pas opposé au fait qu'ils puissent contacter soit l'animation des Cofito pour poser des questions, pour savoir est-ce qu'il y a des idées de contact possibles, etc., en amont de la sélection finale des lettres d'intention. Ah, C'est tout à non, fait non. possible. Oui, 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 oui. Ok, non, mais c'était juste pour qu'il On y est ait bien plutôt, confirmation de personnes oui, présentes. oui, non, enfin, je parle aussi sous couvert de Marie-Camille et Robin, mais on est plutôt, enfin, l'idée, c'est vraiment, bah, comme on dit, un peu de construire ensemble et que, enfin, voilà, que les projets aboutissent au mieux. Donc, on est plutôt facilitateur sur tout ça, plutôt que, voilà, au contraire, on est plutôt, ouais, très, enfin, ouvert sur ces démarches d'orienter au mieux les porteurs pour avoir un maximum de chances, voilà, que les projets soient correspondent à l'attente du CSORI et des ministères, et puis que, bah, il y a une chance voilà, d'avoir des projets bien ficelés, sélectionnés, quoi. C'est gagnant-gagnant aussi pour tout le monde. Donc, non, pas de problème, Pierre. Ouais. Enfin, je pense que Marie-Camille ou Robin sont... Oui, oui, totalement. De toute façon, bah, pour tout type de questions, maintenant, vous pouvez revenir vers l'adresse animation ou vers nous et on essaiera de répondre au mieux, quoi. Même des questions d'ordre financier ou tout ça. administratifs, Voilà. oui. Ouais. Voilà. N'hésitez pas.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Donc, je rappelle qu'il sera de toute façon disponible en replay donc sur la page Ecofit Topic. Voilà, donc merci de votre participation. Voilà, on espère que des beaux consortiums vont pouvoir se monter. On attend voilà, les lettres d'intention. N'hésitez pas aussi quand même à diffuser encore aussi largement dans vos réseaux cet appel. Voilà. Et merci aux copilotes ministériels, aux membres du CSOIRI voilà, qui ont participé et qui ont présenté cet appel à projet. Et Merci merci à beaucoup. vous. Oui, merci à vous. Merci.